Alors on va parler de la dérive de nos démocraties en oligarchie et en monarchie. Dérive qui n'est pas neuve si on regarde l'histoire de Rome, hein, c'est quand même ce qui arrive à toutes les républiques et les démocraties. Ça finit en despotat, généralement, ça finit pas bien. C'est à peu près toujours la même chose. Pour en parler avec nous, on a Jens Althoff, qui est directeur en France de la Fondation Heinrich Böll, et aussi docteur en sciences politiques. On a Sandra Laugier, qui elle est professeure de philosophie à Paris 1, qui a écrit justement sur ces dérives oligarchiques du pouvoir et de pourquoi il faut désobéir en démocratie. Et on a Frédéric Savicki, qui est professeur de sciences politiques à Paris 1 également. Et pour vous servir, moi-même, Alexis Poulain, je suis fondateur du Monde Moderne, un média indépendant. On a un podcast aussi qui s'appelle La République Inaltérable, où on tape un peu sur ce qui se passe en France chaque semaine pour expliquer que cette dérive, eh bien, elle est résistible, comme l'ascension d'Arthur Huy, et que pour résister, il faut faire une résistance. Alors on va en parler, et vous avez participé déjà au débat à la Charité-sur-Loire, vous voyez comment ça fonctionne, c'est d'abord vous qui prenez la parole, ensuite on répond, et puis après on va essayer d'échanger. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on commence par vos questions. Donc levez la main si vous voulez poser une question, sinon je lance les micros, et c'est celui qui le rattrape qui pose la première question. Il faut qu'il y ait une première personne pour poser la première question. Est-ce que cela ne vient pas du fait que nous sommes passés par une royauté à une certaine époque et qu'on a une nostalgie de cette royauté? Dans d'autres pays, d'ailleurs, cette royauté existe et parallèlement à la royauté se développe une forme de république. Une ancienne royauté. D'autres questions pour rebondir là-dessus? Concernant l'oligarchie, je pense qu'actuellement c'est un parfait modèle d'oligarchie. Donc vous allez trouver des réponses faciles à mes questions. Que faire d'autre par rapport à l'oligarchie, sachant qu'ils sont tous issus de l'ENA, de Sciences Po et autres copinages familiaux? Oui, moi personnellement, je pense qu'il faut détruire le mythe de l'homme providentiel. En fin de compte, je crois, depuis De Gaulle, effectivement, ça s'est un petit peu amplifié tout ça. Monarchie, oligarchie, est-ce qu'on peut s'interroger aussi sur les pouvoirs du crime, les mafias, la place éventuellement croissante des mafias dans le monde qui décide aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'on peut travailler sur la question du mandat et de son contrôle, non pas dans l'idée de cumuler les mandats ou de ne pas les cumuler, mais l'idée vraiment de qu'est-ce que c'est que donner mandat à quelqu'un, qu'est-ce que c'est que la représentation en politique. Et est-ce qu'on peut imaginer un système dans lequel la reddition de comptes aux citoyens soit plus affirmée qu'elle ne l'est? Donc la question posée, comment redresser, c'est ça, nos démocraties? J'aurais envie de poser une deuxième question qui est avec et qui serait comment inverser la pyramide? Vous avez fait un diagnostic assez dur sur la démocratie où il faut désobéir, sinon ça part en vrille. Donc ça m'a interpellée. Et n'est-ce pas à voir plutôt avec nous-mêmes et nos contradictions? Si dans un parfait démocratique, enfin dans un modèle démocratique parfait, nous avons vraiment une représentation et nous discutons ensemble et nous tenons aux règles, c'est un peu l'idéal. Et ça ne marche pas peut-être parce que d'une certaine part, on aimerait bien que nos représentants soient même meilleurs que nous-mêmes. On va peut-être commencer par une première synthèse et on reprendra des questions parce que sinon ça va faire beaucoup. Alors, pas forcément dans l'ordre, mais il y a quelque chose, mais commencez sur allez-y, sur la monarchie. Oui. Et l'homme providentiel, ça me paraît intéressant. On va se partager un petit peu les questions. Là, on a commencé un petit peu à faire une rapide répartition pour pas que chacun monopolise. D'abord, peut-être en préalable, je crois que ce qui est important, c'est qu'on arrive aujourd'hui dans cette session, d'un côté, se mettre d'accord sur le diagnostic. Je pense que c'est très important, y compris
avec la philosophie du Festival des idées, qui est au fond de mettre sur la table tout ce qui peut potentiellement nous séparer, et puis aussi se mettre d'accord sur, au fond, la hiérarchie des causes, aussi bien des causes, des responsabilités, et puis des causes à défendre, et puis ensuite faire des propositions quand même. Hein. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être que dans un premier temps, puisque les questions y invitent, c'est plutôt de l'aspect finalement bilan, quoi. Est-ce que la France est une oligarchie, une monarchie déguisée? Est-ce que c'est une spécificité en Europe et dans le monde aujourd'hui? Voilà. Et puis ensuite, est-ce qu'on peut imaginer au fond une démocratie représentative qui soit autre chose que celle qu'on connaît, quoi. Alors sur l'héritage monarchique, je pense que c'est intéressant de commencer par ça, me semble-t-il, parce que c'est un mythe que utilisent d'ailleurs les acteurs politiques, à commencer par Emmanuel Macron. Il a écrit un texte avant l'élection présidentielle où il expliquait que nous, pauvres Gaulois réfractaires ou Français, nous aurions, on pourrait dire, besoin, ou nous serions en attente d'un chef fort. Et il a mis en avant, parmi les arguments, effectivement, cette idée que la France serait rester un vieux pays monarchique. Quand on est historien, ou quand on s'intéresse à l'histoire, c'est quand même un énorme paradoxe, parce que je vous quand même rappelle que nous sommes, bon, même si les Anglais avaient au XVIIe siècle aussi exécuté leur roi, mais nous sommes les premiers à avoir non seulement exécuté un roi, mais mis en place un régime alternatif, républicain, et dans la foulée un régime d'assemblée qui justement visait à empêcher toute forme de représentation par un chef, qu'il soit président ou autre. Alors après, évidemment, Napoléon, puis la restauration monarchique avait permis en quelque sorte une forme de restauration de ce pouvoir personnel, mais il faut quand même pas oublier que la République la plus longue sous laquelle nous avons vécu, qui était la Troisième République, et puis la Quatrième, qui est d'une certaine façon la continuité de la Troisième, était une République qui se méfiait très fortement effectivement du pouvoir personnel et avait transformé d'ailleurs le président de la République en un président dont la fonction était essentiellement symbolique et un président du Conseil, l'équivalent de Premier ministre, mais qui a mis beaucoup de temps à avoir un pouvoir véritable, et on avait plutôt une forme de gouvernement à la fois collégial au niveau ministériel et puis avec un parlement très fort. Ce n'est que, évidemment, progressivement, à partir de 1958, que De Gaulle, d'une certaine façon, restaure, non pas la monarchie, mais un pouvoir personnel et présidentiel fort, hein, qu'on avait expérimenté très brièvement entre 1849 et 1851. Ça s'était très mal terminé. Et donc, pour comprendre notre régime, en fait, faut pas remonter à Louis XVI ou à Louis XIV. Bon, là, il y a peut-être des éléments à trouver sur la puissance de l'État, hein, qui est une autre problématique. Mais pour comprendre comment s'est institué finalement un tel pouvoir concentré dans le président de la République, il faut regarder ce qui s'est passé progressivement depuis 1958, 62, 65, et surtout aussi plus récemment. C'est-à-dire que l'idée que la France de la Ve République ait été un pouvoir, pour dire monopolisé par le président de la République, n'est pas totalement vrai. Hein. Il suffit d'ailleurs de lire les livres écrits, ou les 3 livres écrits par Alain Perfit sur les conversations avec De Gaulle, où on s'aperçoit que le fonctionnement du gaullisme qu'on présente comme un pouvoir très très personnel, eh bien, c'était un pouvoir gouvernemental très fort et avec une délibération véritable au Conseil des ministres et avec un partage des tâches assez fort finalement entre De Gaulle qui se réservait effectivement le fameux domaine, bon, la guerre d'Algérie, la politique extérieure, la politique européenne, mais laissait une forte autonomie à ses ministres. Je pense qu'il est important de comprendre comment progressivement, par glissement, on en est venu à une telle concentration, et je verrai juste 2 éléments. Bon, l'affaiblissement des partis politiques très progressifs, et puis le rôle évidemment pris par les médias, et puis un certain nombre de changements institutionnels auxquels d'ailleurs la gauche elle-même, à travers François Mitterrand, ont participé, même si les cohabitations ont permis de rétablir la logique parlementaire. Sauf que, évidemment, le quinquennat, pour moi, est un moment essentiel. On pourrait dire, on l'a vu avec l'élection de 2017, ce truc incroyable quand même, où on élit le président de la République, et puis derrière une élection législative, il y a moins de la moitié des Français qui votent, et laisse finalement au président de la République tous les pouvoirs.
Je pense qu'il ne faudrait pas forcément, on reviendra là-dessus, réformer radicalement les institutions pour revenir là-dessus, mais on voit bien ici, finalement, je vais très très vite, que cette idée qu'il y aurait une espèce de gêne hein, de la politique en France qui ferait qu'on serait voué finalement à un chef, etc., c'est, à mon avis, une reconstruction rétrospective qui sert aux présidents de la République successifs à légitimer leur pouvoir. C'est comme ça, voilà, les Français, vous avez besoin d'avoir des chefs, on ne peut pas se permettre, comme les Anglais, d'avoir un régime parlementaire, ou comme les Belges ou les Espagnols, d'avoir des gouvernements de coalition, parce qu'on n'est pas fait pour ça. C'est une vaste fumisterie, une escroquerie intellectuelle. Sandra, Jens d'abord. Oui, peut-être juste aussi pour parler de ça, peut-être 2 mots. La fondation Heinrich Böll, c'est une fondation politique allemande qui est proche des Verts allemands et qui travaille aussi beaucoup sur la question de comment promouvoir la démocratie, faire une démocratie plus participative, plus inclusive, et aussi des questions d'écologie et autres. Juste ça entre parenthèses. Comme allemand, vous voyez assez facilement que je suis allemand, par mon petit accent, ou grand accent, on peut choisir, mais pour moi, comme allemand, c'est vraiment intéressant de voir ce que vous avez dit et vos questions là. Parce que je lui dis, vu de l'Allemagne, on était toujours très impressionnés parce que vous avez ici en France quand même à peu près 200 ans de tradition démocratique, avec des périodes non démocratiques, mais 200 ans de tradition démocratique qui ont beaucoup inspiré d'autres pays, comme l'Allemagne. Et je vais vous dire, en Allemagne, on a juste commencé il y a 100 ans, ça n'a pas très bien marché, mais il y a aussi 100 ans, quelqu'un comme Thomas Mann, par exemple, a écrit en Allemagne un texte où il a expliqué pourquoi les Allemands ne sont pas faits pour la démocratie. Pourquoi les Allemands, il faut justement avoir un grand monarque. Pourquoi eux, c'est la culture et les Français, c'est la civilisation. C'était négatif, la civilisation, vu par Thomas Mann. Et si vous allez aujourd'hui en Russie et vous faites des discussions en Russie, c'est exactement maintenant un peu la même chose. En Russie, on vous explique pourquoi les Russes ne sont pas faits pour la démocratie. Et il faut un leader et tout ça. Donc je veux dire, je peux ça comprendre dans des pays où on n'a pas tellement de démocratie, mais je crois en France, c'était vraiment une des percées, c'est un point de départ pour la démocratie. Donc non, je ne crois vraiment pas qu'il y a une tradition monarchique, il faut pour ça un président fort ou des choses comme ça. Je crois vraiment bien au contraire. Mais justement, pour aussi prendre une de vos questions, la question du mandat, je crois oui, il faut quand même, pour moi, un des points que je trouve quand même aussi vu de l'extérieur, l'Allemagne qui a pris très tard la démocratie, c'était vraiment plutôt un système imposé aussi par les Américains et les Français et les autres qui étaient établis en Allemagne par les forces alliées. Mais on a quand même aujourd'hui un système où je trouve ce qui est quand même pas mal, c'est d'avoir vraiment le pouvoir au sein du Parlement. C'est le Parlement qui a le pouvoir et pour ça c'est le député et le mandat. Donc si quelqu'un est élu comme député, il a vraiment du pouvoir, il peut faire quelque chose. Ça, par exemple, je trouve un peu étonnant parfois, plutôt la question que l'Assemblée nationale, le Parlement et les élus, ils ont tellement peu de pouvoir en France. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut changer. Ça, c'est quelque chose qui était dans la 4ème République, dans d'autres républiques. Je sais, il y a beaucoup de mauvaises expériences avec la 4ème République. C'est souvent un peu cette idée qu'il ne faut jamais y revenir. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres pays en Europe où quand même il y a un système proportionnel, il y a un Parlement très fort, avec des députés qui ont vraiment une possibilité d'agir et aussi une responsabilité après de s'expliquer vraiment auprès des électeurs. Ça existe et ça marche et c'est possible. Donc je crois que c'est quelque chose qui serait aussi très, très vraiment possible en France. Moi justement, là j'ai vu un sénateur la semaine dernière et là pour moi c'était quand même impressionnant de voir quelque chose comme ça, un sénateur qui est aux commissions des affaires étrangères. Et je lui posais la question, j'ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien comprendre comment ça marche aussi en France. Est-ce que vous, comme parlementaire, vous avez une influence sur la politique étrangère et de défense ? Et lui, le sénateur, un ancien sénateur type modèle depuis longtemps, là, il a dit non, aucune. Aucune influence. Et après, il a expliqué, en France, ce sont environ 10 personnes, pratiquement que des hommes d'ailleurs, 10 personnes qui décident la politique extérieure des défenses. Bon, là, ça, je crois, ça, c'est le problème. Là-dedans, comment c'est possible qu'il n'y a même pas le Parlement, il n'y a pas le Sénat, la possibilité de débattre des questions tellement importantes. Par exemple, en Allemagne, je ne dis pas que l'Allemagne c'est un modèle, il y a aussi dans d'autres pays que je connais le mieux,
Mais là, la politique extérieure et sécurité, c'est quelque chose qui est débattu au sein du Parlement. C'est même, bon ça va très loin, mais même c'est le Parlement qui décide si l'armée peut aller quelque part ou pas. C'est les députés. Donc ces députés, c'est aussi une lourde responsabilité, parce que c'est eux qui vont décider parfois sur la vie et la mort. Mais c'est pour ça que ce sont de longs débats qui sont très compliqués et qui sont pour ça assez transparents quand même, pour tout le monde et pour le public. Donc voilà, donc juste pour reprendre. Et oui, la question, je crois, oui, souvent il y a aussi, en Allemagne, il y a cette idée que les élus devraient être quand même des femmes et des hommes parfois un peu meilleurs que les autres. Oui, ça, il faut aussi voir parfois. Voilà, j'avais une discussion avec des amis qui ne sont pas du tout dans la politique et tout, qui ne travaillent pas comme ça, qui ont dit oui, et les hommes et femmes politiques et rien, et toujours, voilà, tout ça. Et j'ai dit, et vous voulez aller en politique? Ils ont dit oui, oui, vous croyez, vous pouvez aller en politique en Allemagne, c'est possible avec ce que vous faites? Oui, bien sûr, pourquoi? Nous, on a un travail normal, on n'est pas criminel et tout. Donc j'ai commencé. Alors, est-ce que vous avez une femme de ménage qui est chez vous là? Oui. Est-ce qu'elle est déclarée? Non. Ah non, c'est déjà fini. On était là, ah oui, d'accord. Oui, oui, voilà. Parce que si vous êtes homme ou femme, oui, vous ne pouvez pas faire ça, bien sûr. Donc je vais dire seulement, il y a parfois aussi cette idée, mais je crois que c'est pas là. En France, on peut demander, est-ce que vous avez 7 millions en Suisse? Oui, oui, bah allez-y, c'est pas grave. Mais je trouve aussi qu'en France, ça a quand même aussi changé, il me semble. Ouais. Ça quand même, il me semble que ça change. Doucement, doucement. Mais c'est justement des choses comme ça qu'il faut. Maintenant, je laisse quelqu'un d'autre. Sandra, ouais, qui va prendre la suite. Merci beaucoup. Oui, je vais revenir très brièvement, même si on en a parlé, sur cette question de l'homme providentiel, puisqu'en effet, c'est une construction qui a été destinée, j'ai lu Révolution aussi, destinée à nous faire croire que on a absolument besoin en France d'un homme providentiel. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient aller contre, et je voudrais juste rappeler que l'homme providentiel, visiblement, c'est toujours un homme. On n'a quand même jamais eu jusqu'ici de présidente femme. Bon, c'est vrai que la possibilité récente d'en avoir une femme n'était pas très attrayante, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, mais bon, c'est quand même une dynastie, elle vient d'une dynastie masculine. En tout cas, je crois qu'il y a un côté quand même dans l'idée de l'homme providentiel, et si on compare à l'Angleterre par exemple, ou à l'Allemagne, c'est vrai qu'il y a quand même toujours l'idée que un homme, un dirigeant important, en France, ça sera toujours un homme. On a quand même une société politique qui est assez patriarcale. Et comme par hasard, il y a vraiment, du coup, ce reste de monarchisme, je pense qu'il se traduit quand même par cette domination masculine dans le personnel politique. On le voit chaque fois qu'on essaye d'agir par rapport au cumul des mandats, on le voit évidemment, très souvent au moment des élections. C'est vrai qu'il y a eu ça m'attriste de le dire puisque c'est une assemblée que je n'aime pas du tout, pour des raisons qui ont déjà été évoquées. C'est vrai qu'il y a eu une amélioration de la féminisation du personnel en 2017 avec la nouvelle Assemblée nationale, tout simplement parce qu'il y a eu ce dégagisme, cette volonté de se débarrasser de toutes sortes de personnel politique ancien. Donc il y a eu un peu plus de femmes, mais de fait, je pense que dans cette dimension donc monarchie comme présidentielle, il y a quand même aussi une forme de traduction du fait qu'en France, on est vraiment dans un pays où il y a vraiment un retard très, très important dans la représentation des femmes donc dans le personnel politique. Donc je voulais insister là-dessus. Et justement, puisqu'on parlait de représentation, il y avait une question là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'être représenté? C'est la question du mandat dont on a parlé. En effet, je crois que ce qu'on demande en démocratie aux dirigeants, c'est au moins de nous représenter correctement, c'est-à-dire de nous reconnaître. C'est ça, la démocratie, c'est pas forcément la démocratie directe où on aurait chacun notre mot à dire à chaque instant, même si ça reste un idéal très important, mais le minimum, c'est vraiment d'arriver à être entendu, représenter, c'est ça la définition, est-ce que devrait être un mandat. C'est pour cela qu'il y a toujours cette proposition qui circule de remettre son mandat en jeu régulièrement, pas de considérer qu'on a, comme on dit, un chèque en blanc donc pour 4 ans, comme on a l'impression que les élus de l'Assemblée
pensent qu'ils l'ont, mais vraiment de se remettre un petit peu en cause à chaque fois. Après, il n'y a pas de dispositif pour cela en France, mais de fait, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait, qui est une idée extrêmement importante, parce que de fait, on doit quelque chose à ses électeurs, et il y a forcément, dans l'idée même de démocratie, cette idée qu'il faut, d'une certaine façon, revenir devant eux. Alors c'était un moment, c'est triste à dire en ce moment, vu ce qui se passe en Grèce, mais c'était un des idéaux de Syriza, de Tsipras. C'est vrai que ça lui a pas forcément réussi, mais au début, c'était vraiment cela qui définissait en fait ce que c'est que la démocratie. Donc je crois que ça, c'est quelque chose qui est totalement absent de la politique actuelle. Du coup, on pourrait vraiment en faire malgré tout un argument de ce qui définit la gauche, puisqu'on cherche quand même des éléments de définition. C'est vrai qu'on est vraiment avec des élus dans la majorité de l'Assemblée actuelle qui considèrent qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, qu'ils ont et donc évidemment aussi, parce qu'ils veulent, en tout cas qu'ils peuvent donc appliquer les directives de la présidence de façon absolument aveugle, dans la mesure où ils considèrent qu'ils ont un mandat. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette déclaration de la porte-parole du gouvernement qui disait que les profs, ils n'avaient pas à se prononcer sur l'histoire de bac parce qu'ils n'étaient pas des élus. Alors je n'en revenais pas, à vrai dire, d'entendre cela, parce que, je veux dire, d'abord, Blanquer n'est pas plus élu dans ce cas-là que les professeurs, et ensuite, voilà, est-ce que le fait qu'ils ne soient pas des élus comme l'ont été les personnes de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire, comme tu le disais, avec peut-être 10% d'un électorat, leur interdit de donner leur avis sur ce par quoi ils sont directement concernés. C'est vrai que là, je crois que ça, c'est vraiment une parole extrêmement représentative, en fait, de ce qui, vraiment, la façon de concevoir la représentation, l'élection de la part donc de ce gouvernement. Donc ça m'a particulièrement marqué. Je pense qu'on est vraiment dans un moment tout à fait antidémocratique. C'est le titre d'un de mes derniers ouvrages. Et je crois que on parle d'oligarchie, de dérive monarchique, mais je crois qu'on est en réalité dans une situation présente qui est donc d'un gouvernement qui est antidémocratique, que ce soit pour les médias, on n'en a pas encore parlé, que ce soit donc pour cette représentation politique. Et c'est pas du tout étonnant qu'il y ait en effet des multiplications de formes de désobéissance civile. Je n'ai pas le temps de développer ça, puisqu'on en reparlera peut-être plus tard, mais des actions de désobéissance civile se multiplient par définition dans une situation en réalité où on n'a pas de véritable démocratie. Un gros déficit de démocratie. Alors on accueille Guillaume Balas, qui est, désolé d'être en retard, ancien député européen et membre de Génération, qui voulait dire un mot sur cette première question. Oui, je ne voulais pas parler parce que je n'avais pas entendu vos questions, mais je crois avoir compris vos questions, en fait, vu les réponses. Moi, je pense là-dessus qu'il y a 3 tensions, entre guillemets. La première, c'est la France par rapport, j'allais dire, à ce qui se passe en Europe et d'un point de vue international. Alors, quand on regarde d'un point de vue international, je crois quand même qu'on peut s'inquiéter. Parce que l'idée que la France, en gros, dans le monde occidental, est un pays qui a du mal avec la démocratie et que les autres, ça va, il n'y a pas de problème, ça n'est plus vrai. Et notamment, pour avoir été député européen, justement, moi j'ai pu voir la montée des idées autoritaires, y compris dans des pays qui seraient insoupçonnables de cela. Je sais pas, le Danemark. J'en parlais ce matin sur les questions de protection sociale, où le Parti social-démocrate danois, aujourd'hui, a un discours de plus en plus autoritaire, et de plus en plus nationaliste, de plus en plus protectionniste sur un certain nombre de sujets. Et l'interview de Poutine, notamment, je trouve, aux États-Unis, a été de ce point de vue-là extrêmement éclairant. Et donc, il faut peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a réellement un risque post-démocratique aujourd'hui ? Je fais partie de ceux qui disent oui. C'est-à-dire, je ne crois pas,
l'idée qu'on va supprimer d'un trait de plume la démocratie, comme la République romaine n'avait pas été supprimée d'un trait de plume par l'Empire, mais qu'il peut y avoir des régimes mixtes, intermédiaires, que la démocratie illibérale, entre guillemets, tend à représenter, qui, aujourd'hui, peuvent émerger. Et par rapport à ça, il y a quand même deux questions qui, je trouve, matrisent beaucoup le débat. Depuis que je suis ici, j'ai eu la discussion avec des gens, et on sent bien quand même que, par exemple, sur la question écologique, le fait de savoir, en gros, s'il y a compatibilité entre l'urgence écologique et la démocratie est une question qui se pose sincèrement chez beaucoup de gens. Et beaucoup disent, en fait, il n'y a pas compatibilité ou il y a un risque d'incompatibilité. Je ne pense pas ça. Mais je vois bien qu'il y a cette angoisse qui peut exister aujourd'hui et où on explique que, finalement, est-ce qu'on a le temps, j'allais dire, de se perdre en débat et en décision démocratique par rapport à des choses où il faut contraindre. Voilà. Il y a celle-là, il y en a une autre qui fait moins plaisir à la gauche, mais je vais la citer quand même, parce que pendant la campagne électorale, je l'ai rencontrée tout le temps, c'est l'angoisse identitaire. C'est-à-dire de la disparition, de l'idée, fausse à mon avis, mais de l'idée de la disparition, en gros, de ce qu'a été l'Occident, etc., dans la relativisation de sa puissance aujourd'hui. Et ça m'attriste quand même, dans la classe populaire, quelque chose quand même qui est aussi assez fort. Et là, de la même manière, est-ce que la démocratie, c'est compatible avec la réponse à cela ? Et donc, ce que je crois, moi, de ce point de vue, c'est qu'il faut aussi qu'on aborde le sujet à travers cet angle-là, parce que ça peut peut-être nous permettre de sortir simplement sur le débat franco-français, où en fait, je suis assez d'accord, tout est à peu près reconstruction sur l'identité de la France par rapport à la démocratie. Alors moi, j'ai entendu des gens m'expliquer, comme nous sommes hétérogènes culturellement au départ, il faut un État fort, comme il faut un État fort, il faut l'idéaliser, donc on l'idéalise par la République, et comme en gros c'est le bazar parce qu'on n'y arrive pas, il faut un chef fort au bout d'un moment. Thèse bonapartiste, qu'on nous ressort avec Macron aujourd'hui, etc., etc. Mais en réalité, tout ça est de l'ordre de la reconstruction. C'est-à-dire que si on regarde d'un point de vue historique, un petit peu, j'allais dire, rationnel, les moments de démocratie réelle en France, c'est-à-dire sans personnalisation du pouvoir, ont beaucoup existé, ou alors avec une répartition des rôles entre ce qui est l'incarnation et la démocratie, qui ont été aussi très forts. Et ça a été rappelé tout à l'heure, je crois que c'est tout à fait juste. Donc la question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de définir en quoi la démocratie renouvelée, transformée, pas simplement institutionnelle, oui, peut répondre notamment à la question de l'angoisse écologique de la survie. Je crois que c'est absolument majeur. C'est-à-dire qu'il nous faut, dans le débat de la rupture avec le productivisme absolument nécessaire, il faut aujourd'hui donner une interprétation démocratique et sociale de cette rupture avec le productivisme. Je dis ça parce que si jamais vous êtes beaucoup de gens de gauche ou écologistes parmi vous, ou les deux, ce que j'espère, vous lisez peut-être peu l'Incorrect, Éléments et toutes ces revues aujourd'hui de droite radicale qui sont en train de matricer aujourd'hui le débat, notamment sur les questions écologiques. Et qui disent on peut tout à fait aujourd'hui rompre avec le productivisme, mais dans une vision conservatrice, nationaliste, localiste, etc., etc. Et donc je termine juste là-dessus. Je crois que si nous voulons redonner un sens à la démocratie, il faut faire la démonstration quel est le meilleur chemin aujourd'hui pour répondre à des sujets qui sont des sujets devenus, au sens fort du mot, existentiels, c'est-à-dire penser comme liés à l'existence des êtres humains eux-mêmes. Parce que si nous ne faisons pas ça, alors j'ai peur que les dérives autoritaires aient, quelle que soit leur forme, un grand avenir devant elles. Alors, il y a une question qu'on n'a pas abordée, mais qui peut aussi, avant qu'on reprenne vos questions, c'était celle des mafias, c'est-à-dire de l'oligarchie. Et au-delà des mafias, on peut parler des lobbies qui sont voilà, des mafias publiques qui ont pignon sur rue. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Mafia, oligarchie, c'est des choses quand même assez... Oui. Ou des lobbies, etc. Bon, la question là qui serait... Enfin, le point commun, ce serait la question de l'occulte. Hein, c'est-à-dire, au fond, les pouvoirs occultes d'un côté, puis de l'autre, ou officieux, et les pouvoirs officiels, ceux d'un côté qu'on élit, sur lesquels on a en théorie une prise, et puis ceux qui nous échappent. Et on sait qu'effectivement, dans certains pays, la frontière entre l'officieux et l'illégal est très largement poreuse. Hein, enfin, bon. Alors là-dessus, ce qu'on peut quand même dire, c'est que je crois que du point de vue aussi de la préservation de la démocratie, il y a un point qui est en Europe et dans les pays européens, il y a un point qui était très menaçant ces dernières années et avec lequel on s'était habitué, qui est la question effectivement à la fois
la fraude fiscale et du détournement d'argent, d'ailleurs avec lesquels, du coup, qui alimentent des circuits mafieux, il faut dire que là-dessus, on a plutôt des progrès. C'est-à-dire que la crise de 2008 s'étant passée par là, il y a eu effectivement, puisqu'on ne va pas simplement, on pourrait dire, voir tout ce qui va mal et tout ce qu'il faut changer, mais il faut quand même le dire, c'est une des évolutions qui me semble majeure ces dernières années par rapport à ça, c'est une espèce de sursaut des États, de se dire, bon, on ne peut plus continuer comme ça, donc l'OCDE notamment a joué un rôle très important, les réunions du G7, pour, après 2008, dire, bon, il y a plein de ressources fiscales qui disparaissent, effectivement, et depuis, on a obligé des pays qui étaient des paradis fiscaux ou qui pratiquaient le secret bancaire, comme la Suisse, le Luxembourg, à faire remonter en plusieurs étapes, maintenant automatiquement, des informations bancaires. C'est grâce à ça que M. Raymond Barre, qui avait, en bon père de famille, bien épargné tout au long de sa vie, quand même, 7 millions d'euros, c'est pas mal, même s'il y a les intérêts depuis sa mort qui ont dû couvrir, finit par se faire toper. Il finit par, lui, à titre posthume, et ses enfants, parce que désormais, alors bien sûr, là, il y a eu sans doute une petite complicité interne, mais il y a aussi cette obligation qui fait que désormais, il y a... Bon. Donc, ça, je vois plutôt ça comme un progrès, mais il y a encore beaucoup de choses, effectivement, à faire là-dessus, et c'est vrai que c'est la question de la vertu, hein, ça pose la question de la vertu, c'est-à-dire, est-ce qu'une démocratie peut survivre dès lors qu'une partie importante des citoyens ne paye pas ses impôts, s'accommode avec les règles, et surtout que les dirigeants eux-mêmes ne soient pas exemplaires. Et là-dessus, il y aurait beaucoup à dire et beaucoup à réfléchir. Les élus ont toujours tendance à dire, oui, il y a des brebis galeuses, et donc, au fond, on est tous honnêtes, dans notre grande majorité, etc. Sauf que quand vous regardez, effectivement, dans les détails des comportements, il ne faut pas grand-chose pour créer, effectivement, la suspicion. Il y a une attente des citoyens d'exemplarité. Et il faut rappeler quand même que la démocratie, c'est aussi ça. C'est-à-dire que on accepte le principe de la représentation et de la délégation, à condition, effectivement, que la personne qui est dépositaire de ça, elle joue le jeu d'être vraiment un défenseur de la... Au-delà de ça, il y a les règles du jeu. On peut citer le livre de Julia Cagé sur le prix de la démocratie. Alors, le fait qu'il n'y ait pas d'encadrement sur le financement des partis politiques qui fait en fait le jeu de cette oligarchie. Alors ça, j'allais dire, c'est un livre salvateur de ce point de vue-là. Elle a eu la chance, la possibilité d'avoir accès aux informations fiscales, et donc elle a pu mettre en évidence, évidemment, le fait que involontairement, peut-être, quand la législation a été adoptée, le système qui consiste effectivement pour l'État à de fait rembourser sous forme de crédit d'impôt 66% des dotations aux partis politiques ou aux campagnes électorales faisait que quand on était d'autant plus riche, on pouvait d'autant plus facilement se permettre de donner, et quand on n'était pas, par exemple, contribuable, évidemment, on ne bénéficiait d'aucune contribution, et donc ça crée une inégalité très forte. Je pense que c'est très important de revenir là-dessus. Je ne suis pas sûr que c'était on pourrait dire un calcul lorsque la loi a été adoptée, parce que c'est une disposition qui existe dans plusieurs législations. Enfin, en tout cas, on peut pas faire de procès d'intention, mais effectivement, typiquement, on s'est rendu compte que même des mécanismes légaux pouvaient ne pas être vertueux et pouvaient au contraire contribuer à renforcer les inégalités de représentation politique. Donc ça, c'est un point qui me semble effectivement essentiel. Des pouvoirs aussi de groupes d'intérêt. Voilà. Alors là-dessus, quand même, en France, par rapport aux États-Unis ou par rapport à la Grande-Bretagne, on a une interdiction de financement public par les entreprises, par les groupes d'intérêt privés. Aux États-Unis, n'importe quel groupe peut alimenter des fonds qui ensuite servent à payer des campagnes politiques. En France, là-dessus, il y a un encadrement quand même très fort qui fait que le jeu, je dirais, est quand même plus égalitaire. Il est plus égalitaire aussi dans l'accès aux médias. Nous avons des médias publics assez importants, avec des règles, malgré tout, d'équité et d'égalité qui limitent les écarts par rapport à d'autres pays. Évidemment, on peut toujours voir par rapport aussi là-dessus. Donc je ne crois pas que ce soit... pour l'instant, disons, le domaine, le fait même d'avoir introduit un financement public des partis politiques et même des listes qui ont obtenu 3% à l'élection européenne, je pense à Génération par exemple, tant mieux pour eux, ont pu quand même du coup avoir un remboursement d'une partie de leurs frais de campagne. Bon, ça c'est un progrès quand même. Hein. Oui, donc
je pense que là-dessus, il y a eu quand même des petits progrès qui ont été faits par rapport au temps des valises de billets, si vous voulez, où on imposait 10-15% de prélèvements sur les marchés publics ou sur les autorisations de construire des routes, des immeubles ou ouvrir des hyper... Pourquoi on a tant d'hypermarchés en France? Parce que pendant 20 ans, c'était la principale caisse, une des principales caisses d'alimentation, voilà. Et pourquoi on a foutu nos villes en l'air à cause de ça. Donc là-dessus, il y a des progrès, il y a encore mieux à faire, mais là-dessus, c'est plutôt un domaine positif pour moi. Alors, on y reviendra. On va prendre vos questions à nouveau, puisque c'est l'idée d'avoir votre parole. Allez-y, levez la main qu'on vous voit pour prendre le micro. Monsieur. Et un monsieur là-bas. Bonjour à tous. Alors, moi, je voudrais faire une intervention par rapport à la place des citoyens. Je pense que démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et du coup, je trouve que la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment le citoyen qui se sent déconsidéré, mineur en fait dans le régime actuel, devient majeur et du coup prend une place plus importante. Je pense qu'il faut aussi considérer qu'il y a un sentiment parfois de défiance à l'égard des partis politiques. Du coup, moi, la réponse qui est avancée de façon très classique, qui est le retour à un régime parlementaire avec la proportionnelle pour régénérer la démocratie, je la trouve personnellement insatisfaisante, et parce qu'elle elle redonne pas suffisamment de place aux citoyens. Je suis beaucoup plus séduit par les options de tirage au sort ou d'assemblée citoyenne, parce que je trouve que c'est une manière de considérer qu'on n'est pas en fait en 1789 et qu'en 1789 on avait une révolution qui était bourgeoise, faite par une élite éduquée. Aujourd'hui, le peuple est largement éduqué et a une capacité à s'approprier les sujets bien supérieure à ce que c'était en 1789. Donc moi, je pense que l'angle pourrait être de considérer que les citoyens sont des majeurs et pas des mineurs, et qu'ils méritent d'avoir un vrai poids dans le choix des politiques, un vrai contrôle. Et j'abuse un tout petit peu, mais je prends juste la parole 2 minutes de plus, pour parler aussi du manque de considération qu'on a pour les parlementaires aujourd'hui en France, et de la place de Bercy. Alors moi je viens de Mayotte, on a à Mayotte un gros problème de manque de ressources, et on avait demandé à ce que Mayotte ait un recensement annuel, au lieu d'avoir un recensement tous les 5 ans, et c'était passé au niveau du Parlement. Donc normalement le recensement devait se faire tous les ans. Et Bercy trouvait que c'était pas bien, parce que ça lui coûtait cher, et donc ça ne s'est pas appliqué. Et moi je trouve que le fait qu'une loi passe au Parlement et ne soit pas appliquée parce que Bercy n'est pas d'accord, c'est très choquant d'un point de vue démocratique. Merci. Merci. Alors, monsieur, et là-bas. Monsieur, ici. Est-ce qu'on peut alterner un homme, une femme comme ça? Ah, allez-y, donnez le... Bonjour à tous. Alors, j'ai une petite question. Ouais, bon, je croyais que c'était madame en fait, mais non. C'est une vision de l'alternance, hein. À la française. Voilà. J'ai une question. Alors, c'est Polybe et Rousseau qui en parlent. Est-ce que vous croyez qu'on n'est pas rentré dans une forme d'oclocratie plutôt que d'oligarchie, comme on l'a évoqué au début du débat? Moi, je pense que c'est vraiment très vrai à l'échelle... Redites les oclocratie. Alors, vous pouvez définir oclocratie. Oclo, c'est un régime des foules, en fait, qui est par le populisme et dirigé par les sentiments, en fait. Et c'est une des 6 phases... Comment ? Il y aurait 6 phases, donc la démocratie dégénère en oclocratie, et après, un homme providentiel vient nous sauver, en fait, de cette dérive oclocratique. Et donc il y aurait 6 phases, et on arriverait à cette dégénérescence, en fait, de la démocratie. Et je pense que c'est très vrai, parce que là, je regarde l'Assemblée, bon, c'est des personnes de plus de 55 ans majoritairement. Moi, je suis enseignant, et j'enseigne à des jeunes qui ne savent pas placer la France, en fait, sur une carte du monde. Hein. Donc on est vraiment à un niveau de désintérêt complet pour... Des jeunes de quel âge? 17 ans. Ah bien, ouais. 17 ans, voilà. Oui, et après, c'est ce qui s'est passé avant. Là, pour l'alternance... Mais quand j'entendais un peuple éduqué, je me permets de remettre en question ce statement. Clair des foules, d'accord. Merci. Bon, alors, après qu'une femme soit intervenue... Non, mais... Là, regardez, là-bas et là, il y a 2 femmes. Alors allez-y, et après... J'y vais, bon. Alors... Non, mais...
Ah non, mais je suis d'accord, mais... Bon, alors madame là-bas, madame là-bas, là-bas. On a créé le désordre. Voilà, comme Macron, pareil. Donc voilà, j'ai pas de barbe. Je pense qu'il y a aussi un problème dont on ne parle pas, qui a été abordé à un moment, sur qui sont les détenteurs du pouvoir aujourd'hui. Et d'où viennent les détenteurs du pouvoir et comment ils sont formés. Quand je dis pouvoir, c'est pouvoir économique, c'est pouvoir politique et c'est haute administration publique, et le moment macroniste étant vraiment la quintessence de ce moment-là. Où est-ce qu'ils sont, d'où ils viennent? Ils viennent d'un système éducatif qui est un immense système de tri non sélectif, qui a comme vocation d'amener une toute petite partie de la population dans 5 écoles, je suis désolée, 5 écoles qui mobilisent 70% des postes dans les conseils d'administration des grands groupes, 70% dans les cabinets ministériels et 70% ou 80% dans la haute fonction publique, et c'est effectivement Bercy. Donc c'est pas seulement Bercy, c'est Bercy et tout le dispositif. Et tant qu'on n'aura pas traité cette question-là, la France sera dans l'état dans lequel elle est, c'est-à-dire un pays profondément figé, arc-bouté, incapable de saisir la modernité, la diversité des trajectoires, et donc de faire vivre la démocratie. Parce que nous ne sommes plus représentés dans nos dirigeants. Toute notre diversité n'est plus représentée dans les dirigeants. Donc évidemment, il y a la question des femmes et de la place des femmes en politique, mais c'est pas seulement ça, c'est plus grave que ça. C'est un dispositif qui s'est complètement grippé, c'est nouveau, parce que ça n'a pas été... il y a eu un moment, notamment au lendemain de la guerre, où il y a eu quand même... par la reconstruction, la possibilité d'une dynamique, et aujourd'hui c'est complètement bloqué. Donc le dispositif de l'enseignement est un dispositif central pour pouvoir faire vivre la démocratie. C'est une condition absolument nécessaire. C'est pas la seule, mais je voulais quand même qu'on en parle parce que je crois que c'est important dans le sujet. C'est important. Alors on reprend. Alors est-ce qu'on reprend l'alternance ou pas? Alors non. Alors on ne crée pas de désordre. Ah, alors monsieur et madame. Alors monsieur et madame. Voilà. Non, parce que là, je commençais à penser qu'il y avait un complot. Il y a toujours un truc quelque part. Non, je voudrais rebondir sur l'intervention de Guillaume. Quand tu disais que de fait, c'est pas seulement un phénomène français. Et à chercher effectivement notre culture ou notre civilisation française, pour rebondir sur ce que disait notre ami, on trouve finalement des choses qu'on va retrouver aussi bien dans les autres pays. En revanche, je pense qu'une partie du sentiment d'insécurité que ressentent les gens, c'est aussi dans la mesure où, au fond, ils s'interrogent aussi sur quel est le pouvoir des politiques aujourd'hui. Et le pouvoir des politiques dans un contexte, effectivement, de mondialisation économique, de financiarisation de l'économie, et on a le sentiment d'avoir perdu le contrôle. Et de ce point de vue-là, je pense que ça serait... Je veux dire, le débat purement de sciences politiques sur parlementaire, présidentiel, etc., capacité d'agir, c'est un débat qui ne doit pas occulter toutes les questions qu'il y a, mais qui sont les questions classiques de la démocratie. La démocratie, c'est pas seulement le système de représentation, c'est aussi la façon dont toute la profondeur du corps social débat, prend en charge les problèmes auxquels il est confronté. Et donc, aujourd'hui, on a deux questions, qui est bien à la fois la question d'être capable de redonner un sentiment de pouvoir sans se raconter d'histoire au niveau des territoires. Et là, il y a un vrai enjeu qui est à la fois démocratique, au point de vue des procédures démocratiques, mais aussi en termes économiques, en termes d'extension des communs, d'extension de l'économie sociale et solidaire quand c'est la vraie économie sociale et solidaire et pas le crédit agricole et l'imagrin. Et aussi l'extension aussi du pouvoir des salariés et des parties prenantes dans l'entreprise,
Parce que là, on a aussi des questions essentielles. Et c'est vrai que moi, je passe mon temps à être dans des débats où j'ai des gens qui parlent de la loi Pacte, de la démocratie dans l'entreprise, avec des syndicalistes, avec des gens qui parlent d'entreprise à mission, etc. Puis ensuite, je vais à un débat avec des spécialistes de sciences politiques, ils parlent tirage au sort, etc. Bon. Et les deux questions sont des questions essentielles, mais je pense qu'il faut arriver à les rapprocher et à les imbriquer. Merci. Une question là. J'ai de la patience, en démocratie, il faut de la patience de toute façon. Moi, je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Madame. Il y a un principe qui, moi, me gêne un peu, c'est souvent cette espèce d'idée, elle est très forte en France, elle est très forte dans les autres pays européens aussi. Il faut atteindre d'abord un certain niveau d'élocution pour arriver à accéder à ces postes. Et comme si la politique, le journalisme, l'intellectualisme, c'était si compliqué que ça pour avoir droit à participer. Là, on met vraiment des barrières. Et je crois que pour les jeunes et pour les gens peut-être qui viennent d'autres milieux, ça paraît vraiment un peu obscur. Et quelque chose qui me gêne fondamentalement dans nos sociétés européennes, c'est qu'en fait, on apprend beaucoup l'éducation civique d'un point de vue très théorique. Il faut d'abord apprendre tous les corps, il faut apprendre comment ça se passe et localement. Mais en fait, ce qu'on n'apprend pas, c'est à agir. Et on sait en fait sur les réflexions, c'est quoi la source du bonheur, qu'en fait quelque chose de très profond à l'être humain, c'est d'arriver à participer et à vraiment agir. Et pourquoi on ne fait pas, dès que nos jeunes, ils en sont conscients, 11, 12, 13 ans, ça suffit, vraiment des projets. Vous avez envie d'agir, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un jardin, il faut écrire à qui? On veut faire ceci, on veut minimiser le plastique, qu'est-ce qu'on fait? Des choses toutes concrètes, avec des paroles en fait toutes simples et de se mettre à agir. Et ça, on n'a pas d'espace en fait de vraie démocratie, on va dire non théorique, où on apprend avec nos jeunes, avec nous-mêmes, tout simplement à se poser la question, si on veut faire changer les choses, qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme c'est une source de bonheur, en plus, ça nous ferait avancer, vu qu'après, on a donc des personnes de l'âge civique qui savent que c'est pas si compliqué que ça, qu'il faut faire un groupe, qu'il faut écrire aux députés, qu'il faut un peu peut-être faire une petite manif. C'est ce genre de choses qu'il faudrait apprendre beaucoup plus tôt. Et là, je pense que l'éducation, en fait, elle nous laisse dans le croire qu'il faut d'abord atteindre un certain niveau de parole et d'élocution pour avoir le droit de participer. Et c'est très dommage. Alors merci. On va reprendre donc du coup sur ces questions d'éducation, éducation citoyenne, prendre les citoyens pour des grands, et puis vol démocratique par une certaine élite éducative. Je crois que je peux répondre comme ça à la dernière et puis à la première question, de ce paquet de questions, puisque de fait il y a vraiment une question en ce moment qui est celle de la capacité des citoyens à prendre en main leur propre existence. Je crois que la démocratie, c'est pas seulement, on l'a dit, des questions d'institution, de vote, de régime, mais c'est aussi, en ce moment, le mot démocratie, ça veut dire aussi cela, ça veut dire la revendication pour chaque citoyen d'avoir son mot à dire sur les décisions qui les concernent. Donc je crois que ça, c'est extrêmement important et il y a constamment une résistance dans le monde politique, dans le monde aussi intellectuel, on va dire, contre cette idée-là. Et d'ailleurs, très souvent, la résistance à cette idée-là prend la forme d'une critique du populisme. Donc c'est pour ça que c'est un terme qui est très idéologique, très dangereux, puisque dès qu'on va revendiquer en fait un pouvoir pour le peuple, eh bien, on va se faire taxer de populisme. Alors je sais très bien qu'il y a des régimes extrêmement dangereux, Guillaume l'a rappelé, qui vont en effet correspondre aussi à cette définition du populisme, mais c'est vrai que la critique, la disqualification par populisme de toute revendication en fait d'un pouvoir du peuple, c'est vraiment quelque chose qui nous menace aujourd'hui, et c'est aussi pour cela qu'il faut vraiment insister sur la capacité des citoyens à décider. On le voit avec par exemple la question du référendum sur les aéroports de Paris, où on entend dire que les gens ne sont pas capables de décider. Il y a constamment en fait une mise en cause de cela. Je pense qu'on est aussi dans un régime actuel, on a parlé de la présidence, on a parlé de l'Assemblée nationale qui est au centre de cette présidence, qui elle-même est constamment non seulement non représentative en effet, mais qui est de la masse des citoyens, mais qui est également uniquement représentative des catégories les plus favorisées et donc des catégories qui vont considérer que les citoyens ne sont pas capables. C'est-à-dire qu'on est passé, en effet, peut-être d'un régime politique où on était lassé d'avoir des gens qui avaient des carrières entièrement politiques et qui donc ont été critiqués pour cela, peut-être justement, mais on est passé à une situation où on a beaucoup
d'élu un personnel politique qui n'a aucune expérience de la vraie politique et de se confronter en fait aux citoyens et de respecter les citoyens et qui se considère comme plus compétent sur tous les domaines en fait d'expertise technique. Donc ce qu'on a vu par exemple avec le mouvement des Gilets jaunes, hein, on a vraiment vu une sorte de revendication par les citoyens de leur expertise sur un certain nombre de questions et je crois que c'est vraiment ça qui est maintenant au cœur en fait de la question de la démocratie il me semble qu'effectivement la question de la proportionnelle, de différentes formes de changement électoral, hein, bien sûr, c'est quelque chose qui est très, très directement pertinent pour une meilleure représentation, mais je crois que la chose première, c'est de trouver des dispositifs qui permettent de donner la parole aux citoyens et de leur reconnaître en fait leurs compétences politiques. Guillaume, tu voulais suivre? Oui. Je crois qu'on est au croisement de deux choses. C'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec quand même l'idée qui a été dit par M. Frémaux tout à l'heure sur le fait de l'incapacité des politiques aujourd'hui à peser pose un problème de leur légitimité. Et quand moi j'étais député, on m'interpellait toujours sur le pognon que je gagnais, etc. pour ça. Disant, mais finalement, à quoi sers-tu ? Et donc, notamment la question de la démocratie directe qui est revenue en force au moment des Gilets jaunes, elle interroge fondamentalement ça, et donc elle interroge notamment la question de la technologie, qu'on ne pose jamais, mais qui est un des éléments majeurs aujourd'hui de la remise en cause de la représentation de manière globale, que ce soit du point de vue syndical, que ce soit du point de vue politique, c'est-à-dire de l'ensemble des corps intermédiaires. Et de ce point de vue-là, je ne peux pas ne pas dire un mot de la question des médias. On n'en parle pas là, mais c'est un élément absolument majeur aujourd'hui. Moi, j'ai vécu une campagne où on avait les médias avec le candidat avec lequel j'étais, et puis j'ai vécu une campagne où on avait tous les médias contre nous. J'ai vu la différence. Et la manière dont s'articule cette opposition ou cette faveur médiatique est quelque chose de très difficile, parce que ça influence fondamentalement le jeu politique, notamment par l'anticipation des sondages qui devient en fait des anticipations réalisatrices, c'est-à-dire qu'en gros ça fait le score, et ça fait, etc. Et donc du coup, ça dénature profondément, j'allais dire, ce qui est l'idée démocratique d'une représentation par le biais d'une adhésion à un programme. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pose une question fondamentale. Et je crois, monsieur, vous parliez tout à l'heure de comment on va plus loin, en gros, que le régime parlementaire, etc. À Génération, comme dans d'autres partis, nous, on est un mouvement où 80% de nos membres ne viennent d'aucun autre parti. Et donc, on expérimente en ce moment beaucoup de choses que vous citiez. Tirage au sort, etc. Je peux vous assurer que ça n'est pas sans poser de très larges questions. Parce que les dérives qu'on souligne, notamment dans le jeu politique classique par le biais de la représentation élective, vous avez les mêmes quand vous avez un groupe de gens qui a été tiré au sort. Ce qui veut dire qu'on ne les a pas assez bien accompagnés, qu'on n'a pas fait le travail pour, etc. Je ne remets pas en cause les expérimentations que nous faisons. Ce que je dis simplement, c'est que ne croyons pas qu'il y a une baguette magique aujourd'hui sur le fait de casser la représentation élective par le biais de d'autres modes qui, tout à coup, va résoudre le problème démocratique. Et de ce point de vue-là, il y a quand même un élément qui est un élément très fort. Je vais reparler de Poutine, on va croire à la fin que je le soutiens. Mais quand c'est qu'il gagne en Russie, notamment dans les têtes? C'est quand, après sa première élection, il met à bas les oligarques qui ne lui plaisaient pas. Il les a remplacés. Mais les oligarques qui ne lui plaisaient pas, il le fait de manière télévisuelle. Hein, il les convoque tous, machin. Il leur dit maintenant c'est terminé. Il les met au pas. Et ce jour-là, les Russes ont dit donc, ça veut dire que soutenir Poutine, ça peut changer la vie. Qui, fondamentalement, aujourd'hui, parmi les Français, pense que élire bidule ou machin, il va mettre au pas, j'allais dire, notamment les grandes entreprises où sont situés les lieux de pouvoir, va mettre au pas la reproduction, dont tu parlais tout à l'heure, Isabelle, la reproduction sociale, parce que c'est une reproduction sociale aujourd'hui à la tête de nos principales institutions, etc. Qui, aujourd'hui, pense qu'en votant pour un tel ou un tel, il va y avoir une mise au pas de ça? Eh bien, un jour, évidemment, on voit bien, les électeurs risquent de dire, donc c'est le système lui-même qu'il faut condamner, donc il faut voter pour un pouvoir autoritaire. C'est pour ça que le rétablissement du pouvoir de la démocratie comme lieu de pouvoir réel est fondamental. Et de ce point de vue, moi je crois effectivement que toute la dimension économique est absolument majeure. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui vivent aujourd'hui la jungle économique
et aucun espace de démocratie aujourd'hui dans leur vie concrète, c'est-à-dire au travail, de croire à la démocratie politique. Ça me semble très contradictoire. Et donc du coup, le progrès à avoir dans l'entreprise, sur les lieux de pouvoir, salariés, le poids des salariés, donc la question de l'économie sociale et solidaire, non pas comme un mode, je vais dire sympathique et alternatif, mais comme un mode central de construction de l'économie, la question de la régulation économique, donc la question européenne, enfin bref, toutes ces questions-là aujourd'hui sont absolument centrales si on veut rétablir pour moi la crédibilité du pouvoir politique, donc la crédibilité de la démocratie. Merci Guillaume, c'est assez juste. Alors, on y reviendra d'ailleurs. Je voudrais rebondir sur plusieurs interventions, et notamment sur ce qu'a dit Philippe Frémaux sur, bon, vous êtes bien gentil, enfin au fond, si j'interprète un petit peu, c'est vous êtes bien gentil de vouloir proposer en quelque sorte des remèdes techniques, je sais pas, mettre la proportionnelle ou pas, mettre en place des référendums d'initiative citoyenne ou pas, si fondamentalement, effectivement, dans leur vie quotidienne, et notamment dans leur vie de travail, au niveau économique, non, enfin, c'est un peu ça quand même. Oui, il faut les deux. Oui, tout à fait, mais il faut les deux. C'est bien ce que je... Bon. Je répondrai à ça deux choses. La première, c'est que les acteurs politiques, le personnel politique, en France et probablement dans beaucoup d'autres pays, ont fait eux-mêmes leur propre malheur. C'est-à-dire qu'ils ont contribué à la dépolitisation de la question économique. C'est-à-dire que... Et ça se joue aussi bien au niveau des maires des grandes villes, qui vous expliquent tous, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'il faut des villes qui attirent du high-tech, qui développent des start-up, qui sont des pôles technologiques de développement, qui financent l'attraction de sièges sociaux ou de laboratoires de recherche d'entreprise à coup de défiscalisation, enfin bon, et redoubler au niveau national, bon, et puis au niveau évidemment international. C'est-à-dire qu'au fond, la compétition aujourd'hui, y compris politique locale, c'est à celui qui développera le plus efficacement son terrain économique. Le fait que par ailleurs l'entrepôt Amazon qui s'installe va employer des travailleurs précaires, les surexploiter, etc., n'est pas un problème pourvu qu'on ait des emplois. Alors il y a bien des exceptions. Il y a le maire d'une commune, je crois que c'est près d'Angers, qui avait dit non, moi j'en veux pas parce que ça va développer le travail précaire. Et pourquoi ? Parce que ça va faire venir des travailleurs pauvres et donc on va avoir après à gérer les HLM et les problèmes sociaux. Enfin, c'est comme ça, c'était texto. Bon. Donc, si vous voulez, et effectivement, le discours économique repris à gauche et à droite, alors plutôt par les sociaux-libéraux, il n'y a pas finalement de mauvaise politique, une politique de gauche ou une politique de droite en économie, il n'y en a qu'une bonne, quoi. Il n'y en aurait qu'une. Bon, voilà. Et c'est Macron l'incarne admirablement. C'est-à-dire, donc, concrètement, c'est la théorie du ruissellement. On ne fait pas, voilà, pour produire de la richesse, il faut laisser la bride sur le cou des entrepreneurs et que mille fleurs s'épanouissent. Et puis là-dessus, voilà, ceux qui sont en dessous finiront bien par récupérer des miettes. Donc il y a eu effectivement, et là la gauche a une responsabilité, la gauche de gouvernement je veux dire, effectivement, d'avoir finalement eu un complexe par rapport à la droite là-dessus, la fameuse politique de l'offre qui a été menée de façon assez débridée avec des sommes absolument hallucinantes. Il y a des rapports, pas simplement par des parlementaires de gauche qui ont démontré que le crédit impôt recherche par exemple n'avait aucune efficacité. Mais on continue d'augmenter régulièrement à coût de milliards, alors même que les laboratoires de recherche publics, les universités crèvent et sont exsangues. Voilà. Et il y a sous tout ça en plus sans aucun contrôle. Le CICE, des sommes considérables qui reviennent en fait à subventionner des emplois à 70 000, 80 000 euros par emploi, ne crée que très marginalement des emplois. Bon. Donc, effectivement, la question de repolitiser et aussi, évidemment, poser du coup la question démocratique. Parce que si on veut que les entreprises réussissent et si la contrepartie, c'est de leur laisser faire ce qu'elles veulent, d'écraser les droits des travailleurs, leur donner au fond ce qu'elles attendent, c'est-à-dire repasser du niveau national à la branche et puis ensuite à l'entreprise pour pouvoir négocier les conventions collectives qui sont même plus collectives à force d'être aussi privatisées. Bon, évidemment, au bout du compte, cela produit de l'exploitation et surtout des inégalités terribles entre les travailleurs qui, évidemment, selon qu'ils ont la chance d'être dans un secteur relativement encore protégé ou pas, évidemment, à salaire égal, subissent. Bon, ça renforce, ça divise. Et voilà. Donc, je pense que là, il y a évidemment un vrai enjeu pour la démocratie
démocratie que de remettre les questions économiques au cœur de la démocratie, c'est-à-dire ne pas considérer que la démocratie, c'est simplement, effectivement, gérer les espaces verts. C'est important, mais enfin, bon, c'est les éléments finalement assez secondaires, hein. Bon, même s'il y a là-dedans la culture, l'école, etc., c'est très important, mais enfin, même l'école, les politiques scolaires sont faites pour être au service, quand même, du système productif, etc. Donc, du coup, pourquoi je dis qu'ils font leur propre malheur? Parce qu'en dépolitisant ces questions, ils endossent les responsabilités de tout ce qui va mal. Quand François Hollande dit, voilà, si la courbe de chemin, je ne réussis pas à renverser la courbe de chemin, je baisse, il dit, au fond, c'est moi qui ai la maîtrise de ce qui se passe sur le chemin. Mais c'est pas vrai. On sait très bien que c'est pas qu'un acteur politique, fût-il président de la République, ne peut pas, comme ça, avoir un effet aussi immédiat, sauf à tricher. C'est-à-dire, effectivement, on peut changer le statut, mettre des chômeurs en formation, etc., etc. Et donc, là, moi, ce qui m'a frappé avec les Gilets jaunes, mais c'est confirmé par les sondages, c'est que les hommes politiques, les femmes politiques sont vus comme responsables de tout, et y compris effectivement de la dégradation des situations de l'emploi économique, et évidemment ils continuent à faire semblant qu'ils pourraient faire quelque chose, mais comme ils se sont privés des outils et qui leur permettent d'agir relativement plus efficacement qu'ils ne le font là-dessus, eh bien évidemment ils entretiennent le discrédit, c'est-à-dire les gens voient bien que les politiques économiques sont convergentes et que, au bout du compte, ça ne change rien pour leur vie concrète et quotidienne et matérielle ordinaire. D'où le fait qu'effectivement, la solution ne peut pas simplement être remettre de la démocratie directe là-dedans. Les acteurs politiques organisés, c'est très important. Un parti politique, il a pour fonction, certes, de sélectionner des candidats, mais il a aussi, il devrait aussi, souvent malheureusement cette fonction a été très largement abandonnée ou sous-traitée, comme fonction de permettre de créer des espaces de délibération collective pour élaborer des programmes, et des programmes qui ne soient pas simplement la juxtaposition de mesurettes ou de petites mesures qui s'appliquent aux différents secteurs ou sous-secteurs de la société, mais qui fassent sens, qui soient cohérents. On ne peut pas à la fois dire qu'il faut développer l'agriculture biologique et puis de l'autre côté laisser les grands groupes chimiques sans contrôle parce qu'on ne se donne pas les moyens de faire des inspections sanitaires au niveau national ou international ou européen pour le faire. Donc, je pense que c'est très important, effectivement, là, que les organisations politiques et que nous fassions pression, évidemment, sur ces organisations en produisant des propositions, en les interpellant là-dessus, pour qu'elles se réapproprient, quitte à dire, là-dessus, c'est le niveau européen, on ne pourra pas changer les choses sur telle ou telle chose, mais qu'au moins les citoyens, quand ils votent, ils sachent sur quelle base ils votent. Hein, c'est-à-dire, ça, on peut l'attendre de nos politiques, ça, on ne peut pas l'attendre, mais ne pas faire semblant, quoi. Bon, ça me semble très important. Yann ? Oui. Moi, j'aimerais aussi revenir sur quelques de vos questions et remarques. Je trouve votre question, comment vraiment mettre les citoyens plus au milieu des enjeux, et surtout aussi lié avec la question de la crise et de la confiance. Il me semble que ça, c'est vraiment une question clé qu'il faut adresser aujourd'hui, absolument, pour cette question. Moi aussi, j'aurais quelques doutes que le système de tirage au sort, c'est vraiment la solution à ça, parce que aussi, là, si vous pouvez élire quelqu'un, vous pouvez aussi le rendre responsable, vraiment, ce qu'il fait. Tout ça, donc il y a tout un lien, mais ça c'est à discuter. Par contre, il y a beaucoup d'autres possibilités et d'instruments, justement, qui sont liés avec les choses que vous avez dit là aussi un petit peu. Si vous regardez, par exemple, aujourd'hui, à qui les gens font encore confiance au niveau des élus, c'est souvent le maire, c'est souvent le niveau local, surtout. Donc, si les gens ont encore un lien assez proche, ils connaissent les gens, ils savent vraiment ce qu'ils font, il y a quand même, on peut voir aussi d'une manière transparente l'action et tout. Donc, justement, ce que vous avez dit, aussi avec l'idée de redonner le pouvoir au territoire, pardon, il me semble que ça, c'est aussi quelque chose où on peut réduire le pouvoir de Paris et de quelques élites qui sont là-haut. Il y a beaucoup de pays où aussi en Europe, on peut voir ça, déjà. Je veux dire, aussi en Allemagne, les communes ont beaucoup de possibilités, dans d'autres pays aussi, et ils les utilisent. Et en France, si on voit, surtout par exemple avec cet exemple d'une transition écologique, il y a beaucoup de communes qui font déjà et qui veulent plus avancer. Il y a d'autres qui montrent, qui aimeraient le faire. Donc ça, c'est vraiment un moyen
donner le pouvoir là où les gens peuvent le voir directement, où ils sont directement concernés. Par exemple, la transition énergétique, si vous avez des régies communales, c'est une commune qu'eux-mêmes peuvent vraiment influencer quel type d'énergie elle veut, comment faire, comment produire, mais aussi les bénéfices sont les bénéfices de la commune qui peuvent être réinvestis dans l'infrastructure. Vous avez beaucoup de cas comme ça, par exemple en Allemagne, c'est faisable. Donc redonner vraiment ça. Et là, vous avez aussi la possibilité des référendums au niveau local, au niveau des villes. Par exemple, en Allemagne, il y avait tout un mouvement de référendums contre une tendance qu'il avait de privatiser des choses de base, comme l'eau, par exemple, aussi comme l'énergie et autres. Ils ont eu beaucoup de succès. Et ils ont mis une telle pression que aussi la politique et les élus, tout ça, parce que même si pas tous les référendums ont eu du succès, ils ont eu peur qu'ils sont de succès ou ils ont eu peur de la question, donc ça poussait beaucoup la politique aussi. Donc il y a aussi cette possibilité de participation directe où il faut toujours voir sur quelles questions, et je ne suis pas sûr au niveau fédéral sur toutes les questions, mais au niveau local, sur les questions très concrètes, il y a tout un mix des instruments, des possibilités pour avancer sur ces questions. Vous voulez justement dire? Pardon, je ne connais pas bien le fonctionnement allemand, je connais plus le fonctionnement suisse. Mais en tout cas, par rapport à la France, c'est vrai que là, je voulais un petit peu réagir parce que moi, je fais de la lutte anticorruption depuis 20 ans. Je peux vous dire que des baronnies locales, on en a. La gestion de l'eau, elle est privée en France. C'est très compliqué. Là, on vient d'ailleurs de porter plainte justement par rapport à la gestion de l'eau dans l'environnement de Montpellier. On a des situations comme l'urbanisme en Corse, où là encore, on a eu affaire à des baronnies locales qui s'octroient en fait des terrains et qui font marcher la famille. Enfin voilà, on a un problème à Lyon en ce moment. Enfin, la Bretagne, j'en parle pas. L'île-Dieu, ou certains endroits comme l'île-Dieu, l'île de Ré, la presqu'île de Ruisse, etc. Dans le Morbihan. Voilà, c'est une réalité en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même au niveau local, les gens ne font plus confiance en le politique. Parce qu'il y a aussi une confusion entre le mandat et le métier. Enfin, moi, je le considère comme ça. On n'a pas de mandat impératif. C'est interdit par la Constitution. Et c'est un vrai problème aussi. Je ne sais pas si la solution, moi, j'ai pas la solution, je ne sais pas si c'est d'avoir du tirage au sort. Là, on a une assemblée en Corse qui fonctionne assez bien. En Bretagne, on va essayer aussi de mettre ça en place pour qu'il y ait pour que la démocratie puisse s'opérer le plus localement possible. Mais il faut quand même avoir conscience de la réalité, quoi. Non, mais vous avez complètement raison. Je n'ai pas dit qu'il faut juste donner au local et tout va bien. C'est difficile, quoi. Non, mais ça c'est sûr. Là aussi, il faut voir comment assurer l'état de droit, comment assurer vraiment, bien sûr, une possibilité que tout le monde peut y participer, qu'il n'y a pas de dominance. Là, vous avez absolument mentionné les points clés qui vont avec. Ça c'est sûr. Mais c'est quand même aussi une possibilité parce que vous avez aussi beaucoup d'autres cas qui montrent que des communes, il peut avancer, il peut le faire aussi au niveau régional, souvent. Vous avez aussi des régions qui aimeraient avancer sur des questions, mais qui ne peuvent pas, parce que le cadre il est trop limité. Donc je crois là, il y a quand même, en ce moment où vous voyez tous ces mouvements, par exemple des villes accueillantes pour des réfugiés, qui disent oui, même si l'État au niveau national ne peut pas, nous on peut le faire, et on veut même, et on montre que c'est possible. Donc vous avez quand même beaucoup d'exemples qui montrent, ce n'est pas la solution comme ça, mais des exemples qui montrent que ça pourrait être une possibilité, un tout petit peu, une toute petite approche aussi qui va avec. Je trouvais aussi très intéressant, ça c'est quelque chose qui me fascine comme allemand complètement, bien sûr, c'est le système de l'aristocratie des grandes écoles qui domine vraiment la France, même si je dois dire aussi, il ne faut pas oublier que c'était une grande révolution il y a 200 ans. Napoléon avec les grandes écoles en Allemagne et partout, toutes les positions à l'administration, à l'État, à l'armée, tout ça, c'était réservé pour les nobles. Et en France, c'était le premier pays qui a vraiment renversé ça et qui a dit, nous, on veut vraiment avoir le meilleur, qui sont le service de l'État. Mais 200 ans après, aujourd'hui, bien sûr, ça a créé un système de aristocratie qui est remarquable. Et je trouve aussi, absolument, il faut voir là, mais ce sont des choses, ça va durer, c'est compliqué, mais ce sont aussi des choses qu'on peut changer. C'est pas quelque chose qui est inscrit dans la Constitution, par exemple, ou même la Constitution, on peut changer d'ailleurs.
même s'il faut organiser quand même un peu des majorités pour ça. Mais je voulais quand même finir là, à ce moment, avec toutes ces discussions avec la citation de Winston Churchill, que vous connaissez quand même peut-être, la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Parce que je trouve qu'il faut, malgré le fait de tous les déficits qu'on parle et tous les problèmes, il ne faut vraiment pas oublier une chose. Il y a tellement de gens du monde entier qui aimeraient de vivre dans une démocratie comme la France. Et moi, je connais personnellement vraiment beaucoup de gens, d'ailleurs aussi de la Russie, surtout avec un régime comme le régime de Poutine, avec vraiment une petite oligarchie qui s'enrichit avec tout, qui domine tout. Tellement des gens qui viennent en France, qui viennent en Allemagne et qui viennent dans d'autres pays en Europe, justement, parce que pour eux, c'est le paradis. Moi, je ne dis pas que c'est ça, et je trouve qu'il faut améliorer. Il ne faut pas qu'ils aillent manifester, c'est tout. Il ne faut pas les manifester sur le... S'ils viennent en France, s'ils ne manifestent pas, là, en ce moment, ils sont pédards. Non, mais ils sont des vies ici. Il faut qu'ils restent chez eux, c'est tout. Non. Ça pose la question. Il nous reste 20 minutes, on va essayer de trouver des solutions, mais ça pose la question en fait de la démocratie de façade. Qui a le pouvoir? On ne s'est pas vraiment posé la question. Alors si, un peu sur les médias, les oligarques qui sont aussi ceux qui veulent faire main basse sur les pouvoirs, et puis les pouvoirs de l'argent, évidemment. Mais même au niveau local, on voit bien aujourd'hui que Feignéel, il achète de la presse locale, parce que les municipales arrivent. Donc même ces gens-là sont capables d'avoir une emprise sur le local. Donc la question, et ce que j'aimerais qu'on arrive à faire sur ce dernier quart d'heure, c'est les solutions. On a parlé de RIC, on a parlé de désobéissance. Guillaume dit qu'il a une solution. Alors vite fait. Non, c'est pas ça. Nous, on a fait une proposition génération pendant le débat des européennes, mais ça n'a pas beaucoup parlé peut-être, mais en tout cas à l'échelon du Parlement, pour moi, ça voulait dire quelque chose. Mais il y a plein d'autres gens qui font le même type de propositions, d'autres mouvements politiques ou d'associations, d'organisations. Donc je me dis qu'il y a peut-être un chemin. Est-ce que pour les municipales, par exemple, il y a les régionales après, on ne pourrait pas prendre l'engagement les uns et les autres, que ce soit le mouvement associatif, que ce soit les politiques, que ce soit les nouveaux mouvements citoyens, de dire qu'on pourrait installer ce que nous on a appelé, c'est peut-être un peu impropre, le lobby citoyen, les lobbies citoyens par exemple dans les villes, où il y a un tiers de personnes tirées au sort, un tiers de représentants de corps intermédiaires, c'est-à-dire par exemple les associations, un tiers d'autres corps intermédiaires, le monde du travail, les syndicats, et qui sont là notamment pour une triple mission, c'est justement lutter contre l'aspect de la corruption. Moi je me souviens qu'Anticor par exemple avait proposé ce type de choses, des systèmes qui approchent de ça, pour lutter contre la corruption, donc veiller notamment à le contrôle aussi, sans mandat impératif, que les élus fassent au maximum ceux qui disent pourquoi ils ont été élus, ou s'ils n'y arrivent pas, qu'ils puissent avoir un endroit où ils reviennent pour dire pourquoi, parce que parfois ça peut aussi arriver. Et un troisième élément, moi je l'ai vécu en tant que député européen, c'est tout simplement avoir un lieu de contact. Juste un lieu de contact, pour pouvoir discuter avec des gens, de dire là-dessus, sur tel vote, je ne sais pas, c'est gris clair ou gris foncé, parce que généralement c'est plutôt ça, les couleurs qu'on nous offre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne veut pas dire qu'après je suis forcément ce qui est dit, mais ça veut dire qu'au moins j'ai un éclairage qui n'est pas simplement, en effet, celui des lobbies institutionnalisés. Alors, des questions, des remarques, des solutions? Non, pas encore des solutions, mais encore une remarque pour rajouter de la complexité. Je trouve nos citoyens vivent un paradoxe extrêmement douloureux. Ce paradoxe, c'est d'être de plus en plus surveillé. Le nombre de dispositifs législatifs ou réglementaires qui ont instauré une réduction des libertés et une surveillance accrue, ces dispositifs s'étant empilés notamment sous la gauche, il faut vraiment faire une autocritique de ça, mais pas que, bien évidemment. Et en même temps, le pouvoir se libère de plus en plus des contrôles, et notamment, petite réflexion de droit constitutionnel de base, normalement, il y a un grand principe de la 5e qui est la séparation des pouvoirs, et cette séparation des pouvoirs est en train de voler en éclats de toutes parts, puisqu'il n'y a plus d'équilibre réel entre le pouvoir parlementaire et le pouvoir exécutif, que le pouvoir judiciaire est fortement mis en cause à certains endroits, et je laisse de côté le pouvoir médiatique parce que c'est une autre question. Ce double paradoxe-là me semble être un terreau extraordinairement favorable pour les partis autocrates. On en a un qui est à la limite au pouvoir aujourd'hui, mais le fait d'avoir habitué depuis des années et des années les citoyens à cette espèce d'exigence de transparence que j'appelle une espèce de pornographie démocratique.
C'est-à-dire vraiment d'être à poil sur un certain nombre de questions, d'être obligé d'être à poil, d'être obligé d'accepter un certain nombre de choses qui sont humiliantes. Hein, les contrôles les fichiers, etc., etc. Les contrôles aux faciès, enfin, on pourrait décliner, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps, mais ça, obliger les citoyens à accepter ça. Et en même temps, leur mettre en face d'eux un pouvoir qui est sans contrôle, qui ne rend pas de compte, avec un exécutif qui est sur coussin d'air. Vous avez décrit tout à l'heure le ministère des Affaires étrangères, mais il y a d'autres endroits comme ça, de pouvoir sans contrôle. Ce paradoxe est insupportable. Et il me paraît tout à fait mortifère et il faut qu'on réfléchisse ensemble à le dépasser. Merci. Alors, 2 questions là-bas. Excusez-moi, il y a 5 interventions sous le contrôle de l'animateur, bien sûr, et c'est par rapport à la démocratie. Donc soyez concis, s'il vous plaît. Bonjour. Pour moi, il y a une élection importante là, qui va y avoir lieu l'année prochaine, l'élection municipale. C'est peut-être la seule élection pour l'instant où les citoyens sont encore très concernés par cette affaire-là. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on revoie le fonctionnement municipal. Il ne suffit pas d'avoir une opposition qui d'ailleurs ne compte pour pas grand-chose en général dans les communes, et un maire tout-puissant. En gros, c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on a un maire tout-puissant qui décide à peu près de tout, et qui par ailleurs souvent est le maire de l'intercommunalité à côté, qui n'est pas élu d'ailleurs, etc. Donc moi je pense qu'il faudrait effectivement trouver des systèmes où sur tous les projets importants d'urbanisme notamment, il y ait possibilité pour des citoyens, des groupes de citoyens, qui soient dans une association ou pas d'ailleurs, d'avoir des budgets pour faire de la contre-expertise. Je veux dire, quand on va dans des réunions de concertation, en général, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on a l'exécutif qui propose des choses, intéressantes ou pas d'ailleurs, peu importe, et puis les citoyens qui n'ont pas d'éléments d'information, donc qui réagissent, je veux dire, de façon un peu épidermique, mais qui n'apportent pas d'éléments. Donc si on pouvait pas, il faudrait prévoir sur chacun des projets importants, je sais pas, ça à définir dans la loi, je sais pas exactement, des budgets pour que des citoyens fassent appel à des architectes, à des urbanistes, à des juristes, etc., pour pouvoir avoir des propositions étayées face aux propositions de la ville. Voilà, donc je pense que si on n'a pas des choses très concrètes amenées, notamment au niveau municipal, qui est le premier échelon, là où les gens peuvent s'impliquer, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de discuter simplement de la citoyenneté au niveau national. Je crois qu'il faut quand même partir du local et faire des propositions. Le local, c'est important, oui. Merci. Je vais partir du constat que vous faisiez et qui me paraît fondamental sur l'analyse de la crise de nos démocraties de marché, qui est la victoire totale de la raison économique et utilitariste. Je crois que c'est aujourd'hui ça qui met en cause complètement nos fonctionnements démocratiques. Au point qu'on finit par considérer qu'un État est bien géré s'il est géré comme une entreprise. Alors que je pense que c'est exactement tout l'inverse qu'il faut faire dans nos sociétés si on veut qu'elles soient plus démocratiques. C'est-à-dire que d'une part, bien sûr, il faut qu'on ait un État qui soit beaucoup plus un État avec des contrôles et des équilibres, comme c'était évoqué à différents moments, et puisqu'on devait parler de solutions concrètes, je crois que par exemple, il faut enfin désaccoupler les élections législatives et les élections présidentielles en France, peut-être revenir à un septennat non renouvelable, comme ça au moins on aura peut-être réglé une partie du problème. Je ne parle pas des questions de suppression de l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est un autre sujet. Mais je pense que là, il y a un enjeu qui est fondamental. Deuxième enjeu qui est fondamental sur cette victoire de la raison économique, eh bien effectivement, tout ce qui a été dit sur les lobbies, et là je pense qu'on a parlé tout à l'heure de la déductibilité fiscale des dons des plus riches aux partis politiques, qui avaient entre autres bénéficié à La République En Marche. Il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est que les dépenses de lobbying des entreprises sont déductibles de l'impôt sur les sociétés. C'est totalement absurde, parce qu'on est en fait en train de faire cadeau avec nos impôts des dépenses de lobbying des entreprises. Et je pense que d'une part, il faut supprimer cette déductibilité des dépenses de lobbying, et d'autre part, il faut obliger les entreprises à verser l'équivalent de ce qu'elles versent à leur lobby, à des contre-lobbies, tout ce que vous évoquiez, Guillaume Balas, pour avoir une force qui est aussi une force de production et d'intelligence sur le sujet. Et puis le troisième sujet qui me paraît extrêmement important aussi, c'est tout ce qui est introduction justement de la démocratie dans l'entreprise. Je pense que c'est un sujet qu'on a peu évoqué. Moi, il y a un truc qui m'a frappé dans la crise des Gilets jaunes, c'est qu'au fond, il y a une catégorie qui a été totalement à l'abri de la critique apparemment des Gilets jaunes, c'était les chefs d'entreprise. Hein. Comme par hasard, tout d'un coup, c'était pas du tout la faute des chefs d'entreprise si la société fonctionnait mal. Je suis désolé, c'est parce que les entreprises aussi sont productrices d'inégalités
qu'on a cette situation-là. Et les entreprises fonctionnent complètement sur la logique du chef dont on parlait tout à l'heure, alors que c'est justement ça qu'il faut contester aussi dans les entreprises. Et donc dans les entreprises aussi, il faut créer des contrepoids, il faut créer des check and balances, il faut créer des fonctions d'avocat du diable qui vont permettre de remettre en cause un certain nombre de décisions. Et c'est particulièrement vrai pour les grosses entreprises qui aujourd'hui structurent nos sociétés. Voilà, je crois qu'il faut parler de solutions concrètes et il me semble important qu'on puisse progresser sur ce genre de sujet. Merci. Bonsoir. Oui, alors du coup, rapidement, j'interviens. Déjà, très intéressant comme débat. Moi, ça fait 2 jours que je suis les débats. C'est le premier dans lequel j'interviens. J'ai noté juste 2 petits éléments qui me semblaient quand même intéressants, qui viennent. Alors, je suis d'accord avec 99% de ce que vous avez dit, mais il y a quelques éléments sur lesquels je pense qu'il serait intéressant qu'on discute pour finir. Le premier élément, c'est sur ce paradigme qu'on a à gauche. Alors, on est de gauche, donc c'est déjà très bien. Mais le problème, c'est qu'on a un défaut, c'est qu'on a l'impression que la démocratie participative est une réponse à tout. Moi, je suis parisien. Je participe énormément à la ville et à tout ce qui a été mis en œuvre, notamment par Hidalgo ces derniers mois, ces dernières années, notamment le budget participatif. Ce dont on se rend compte localement, c'est que le nombre de personnes qui participent à la fameuse démocratie participative qu'on érige comme un paradigme qu'on remet plus en cause, il est extrêmement restreint. Et pourquoi est-ce qu'il est restreint? Parce qu'évidemment, il y a un manque de temps, il y a un manque de compétences. Madame disait tout à l'heure que pour faire de la politique, il fallait absolument avoir de l'éloquence, avoir une certaine connaissance des sujets, pouvoir s'exprimer, se sentir légitime. Je pense que l'une des premières propositions qu'on peut faire à l'issue de ce débat, c'est justement de réintégrer cette notion de légitimité dans l'éducation, c'est-à-dire de permettre à chaque citoyen de lui donner les outils pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse défendre des idées, pour qu'il puisse réfléchir sur un sujet, et qu'on intègre ça dès le départ, dès l'enfance. Je pense que ça peut être un truc intéressant. Pardon, je finis, j'en ai encore pour 2 petites idées. La deuxième chose, en revanche, ça c'est un truc que j'ai pas trop compris. Démocratie, économie, vous dites, l'économie finalement ne fait plus partie du sujet. Moi j'ai l'impression au contraire qu'on Les ne parle politiques. Les politiques se sont dépossédés du sujet volontairement. Justement, moi je pense que c'est l'inverse. Quand on voit là, il y a une semaine, le président américain fait tomber le 2e constructeur mondial de téléphones. Ils sont à moins 25% au niveau des... Enfin, c'est la preuve, par l'exemple le plus fort, que le politique a encore un pouvoir. Au lendemain de la crise. On parlait de la France. On parlait au lendemain de la crise économique de 2008, les chefs d'État, les 28 chefs d'État de l'Union européenne ont injecté massivement d'argent. Je pense pas. C'est sûr qu'il y a une modification des traités, qu'il y a évidemment... Enfin, il y a énormément de règles et je pense que les politiques, vous avez raison, se sont dépossédés d'énormément d'instruments. En revanche, moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'on a un manque de courage politique. Et sur beaucoup de sujets, sur l'économie, c'est sûr. En 2008, on préfère donner des milliards aux banques, personne n'envisage de les nationaliser, vous voyez. Mais absolument. Et c'est sans contrepartie. Absolument. Et on continue, ce que je pense sur cette question de la crise de la démocratie et d'une forme d'oligarchie, c'est que je pense aussi que le pouvoir politique nous appartient et qu'on a tendance aussi à confondre mandat politique et pouvoir politique. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités politiques qui se sont engagées ces derniers mois sur des sujets sur lesquels on ne s'attendait pas trop à ce qu'elles s'engagent, et ça a avancé. Et je prends l'exemple de Guillaume Balas qui est là pour vraiment le remercier pour le travail qu'il a fait sur le cannabis thérapeutique au Parlement européen, parce que le jour où on a eu un élu français qui s'est exprimé sur le cannabis thérapeutique, une résolution a été prise au niveau du Parlement européen et le ministère le ministère de la Santé français a réagi. C'est bien que le pouvoir n'est pas limité, qu'il n'est pas endigué, qu'on peut résoudre face aux mandats politiques qui sont sclérosés, qu'on peut apporter des réponses, et que c'est d'abord une question de courage, je pense, une question de légitimité des citoyens, de se sentir légitime à s'exprimer, et je pense que si on commence par là déjà, les modifications constitutionnelles seront nécessaires, mais si on commence déjà par changer de philosophie, on peut avancer énormément. Voilà, désolé. Merci. Bravo. Et il y avait là... Et ce sera la dernière intervention, après on répondra parce qu'il nous reste très peu de temps. Pardon, Oui, on était sur les solutions, mais j'ai encore un problème à soulever. Alors, ma voisine de droite a dit quelque chose qui pouvait sembler anodin, mais qui me semble très vrai, c'est que la démocratie demande de la patience. Et je pense que ça peut nous permettre de comprendre le verbatim macroniste et sa dérive autoritaire en général. C'est qu'est-ce qu'il recherche? Il veut de l'efficacité. Il veut aller vite, parce qu'il faut aller vite dans le monde dans lequel on vit. Et c'est problématique si on veut faire de la politique. Pourquoi il veut aller vite? Parce que l'information est instantanée, les transferts financiers sont instantanés, les transports raccourcissent l'espace. Et le problème, c'est que du coup, la politique est désynchronisée par rapport à ça. Ça demande la discussion, à partir de ça, on arrive à des meilleures décisions, mais ça demande du temps.
En plus, on travaille, on a besoin d'être rémunéré pour vivre. Donc quand est-ce qu'on s'occupe des affaires politiques quand on est citoyen? Et ça, c'est un élément, à mon avis, qu'on ne peut pas éjecter, même s'il peut sembler abstrait, c'est qu'on manque de temps, en fait, et que le monde va plus vite, et que si nos voisins continuent à aller aussi vite, la peur, c'est qu'ils finissent par nous écraser. Donc c'était juste un problème en plus que je voulais rajouter. Désolé. Merci. Alors, Sandra, tu voulais répondre? Je voulais répondre un peu à l'ensemble, puisque je crois qu'on a vraiment des occasions en fait d'exercer la démocratie, ça a été dit, mais c'est vraiment dans le proche, dans le local, près de chez soi, même dans les conseils participatifs, même si c'est pas absolument satisfaisant. En réalité, c'est vrai qu'on disait que les dirigeants doivent être exemplaires. Je crois que c'est plus tellement d'actualité. Enfin, c'est vrai, mais je crois que nous aussi, on doit être exemplaires. Et c'est vraiment aux citoyens d'essayer de pratiquer la démocratie partout où il peut. Et je crois que c'est vrai aussi dans les mouvements et dans les partis. Je crois que ce qu'on a vraiment, ce que rappelait Guillaume, de génération, le fait qu'on ait essayé d'avoir un fonctionnement démocratique dans le mouvement lui-même, et qu'on essaie vraiment d'avancer de ce côté-là, avec un conseil citoyen, même si c'est difficile, c'est vraiment avec l'idée que de toute façon, la démocratie, c'est pas des grands mots, des grands principes maintenant, mais c'est quelque chose qui doit être réalisé ici et maintenant. Donc je voulais vraiment simplement rappeler cela, et c'est vrai pour la démocratie en entreprise, et ça va être vrai aussi pour le local et les municipales, et je crois que on a quand même vraiment un travail à faire au niveau de la démocratie des mouvements et de la démocratie de ce qui est en train de s'organiser, je l'espère, ici, ces jours-ci, avec l'ensemble des mouvements de gauche, puisque je ne sais pas si parmi vous, vous êtes nombreux à avoir eu l'impression d'avoir eu un mot à dire sur la constitution interne des listes, oui, mais sur le fait qu'il y ait eu tout un ensemble de listes de gauche, d'alliance ou de non-alliance. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de démocratie à ce niveau-là, de consultation en fait des citoyens de gauche, parce que je pense que ça existe. Et je crois que là, on n'a pas tellement eu notre mot à dire globalement. Même si on l'a eu, heureusement, dans certains partis plus démocratiques ou mouvements plus démocratiques que d'autres. En tout cas, moi, il me semble que dans la situation actuelle, il y a vraiment une réflexion collective à avoir sur comment avancer démocratiquement tous ensemble sur la façon dont on va s'organiser politiquement et sur les différents choix. Et je pense que là, c'est vraiment l'idée d'une démocratie qui doit être exercée ici et maintenant, avec les différentes composantes de ce qui est vraiment la gauche. En réalité, on s'en aperçoit aujourd'hui. Alors, puisque il est question de solution, parce qu'il faut quand même que tout le monde puisse repartir avec quelques lueurs d'espoir, je ne vais pas revenir malheureusement à la remarque qui était faite initialement sur la montée, effectivement, ou sur la mort possible des démocraties. Simplement, je vous conseille un livre qui est un livre qui porte principalement, mais pas seulement, sur les États-Unis, de Steven Levitsky et Daniel Ziblatt chez Kalman Levy, qui s'appelle La mort des démocraties. C'est écrit par deux professeurs de sciences politiques, dont l'un est un spécialiste de l'Amérique latine et l'autre de l'Allemagne et de l'Italie. Et ils relisent en fait la trajectoire récente des États-Unis à la lumière de ce qui s'est passé dans beaucoup de pays d'Amérique latine dans les années 70, montée des régimes militaires, et en Italie et en Allemagne, avec cette idée que aujourd'hui, les pays où avant la démocratie mourrait à la suite de coups d'État militaires, mais qu'on assisterait désormais à une forme de lente, en quelque sorte, épuisement, pour dire des mécanismes démocratiques. Et ce qu'il montre, c'est pas tant que les institutions, les lois s'affaiblissent, puisque les principaux, les gens comme Trump, ou peut-être demain Boris Johnson, ou en Pologne ou en Hongrie, les dirigeants ne sont pas arrivés en trichant, ils sont arrivés par les urnes, mais que à la fois ils sont le produit et ils accélèrent un mouvement de progressive construction finalement de l'adversaire comme un ennemi,
Ils profitent et ils amplifient un mouvement d'accommodation avec la limitation des libertés publiques, hein, et on le voit bien en France, notamment, c'est absolument incroyable. Hier, il y a eu une conférence ici, dans cette même salle ou à côté, organisée par Mediapart, où Olivier Filleul a très très bien rappelé comment la doctrine de sécurité aujourd'hui publique dans ce pays changeait, et comment les libertés de manifester aujourd'hui étaient de plus en plus contestées, tout simplement parce qu'on empêche les gens de manifester. On veut empêcher les manifestations par quantité de façons, et comment le mouvement des Gilets jaunes a fait l'objet d'une répression pas simplement policière, féroce, mais désormais judiciaire, et que ça a un impact très fort sur simplement le fait que les gens aujourd'hui n'osent plus tout simplement manifester. Donc Ziblatt et Levitsky montrent ça, comment dans nos démocraties les plus anciennes, ils prennent plein d'exemples sur les États-Unis, on a des tas de façons par lesquelles finalement le socle de pratiques et de valeurs, pas législatives, pas légales, sur lequel s'appuyait la démocratie, tout simplement le respect des contre-pouvoirs, le respect de l'adversaire, le dialogue, etc., sont en train effectivement d'être mis en cause, et c'est très inquiétant. Et de ce point de vue-là, Macron, et il pointe notamment aussi la tendance de ces dirigeants autocrates en puissance à diaboliser l'adversaire et à fabriquer du conflit artificiel, c'est-à-dire, et c'est ce que fait Macron en érigeant le Rassemblement national ou le camp de tous ceux qui se rassemblent autour de lui comme une espèce de grand Satan, et comment il contribue à affaiblir les oppositions. Et donc, effectivement, pour qu'il y ait une bonne démocratie, il faut qu'il y ait de l'alternance, il faut que ça se joue entre deux camps, ou éventuellement entre des systèmes d'alliance, et là, on est en train... Donc, bon, voilà, je vous invite à lire ça. C'est pas une pub pour un livre personnel, mais c'est vraiment... Bon. Alors, sur la question des... Donc, du coup, sur les solutions, il faut être très vigilant, d'abord, contre toutes les petites... qui s'accumulent, toutes les petites agressions, toutes les petites atteintes aux libertés publiques. C'est la métaphore de la grenouille qu'on fait cuire et qui meurt à petit feu et qui ne sent rien, quoi. On est vraiment aujourd'hui, on n'est pas à 100 degrés, mais on est à 45 degrés, c'est à peu près la température qu'il a fait dans certaines zones mais on en est là, et évidemment, ne pas avoir l'impression que c'est les autres qui sont concernés, la répression dont les Gilets jaunes sont victimes. Demain, c'est les écologistes, c'est les militants contre le climat, et ça commence d'ores et déjà. C'est très inquiétant, ça. De la même façon, ne pas se laisser embobiner par le discours consistant à dire c'est moi ou le chaos, quoi. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre solution que ça. Voilà, c'est des trucs. Alors, il montre que c'est comme ça que le fascisme italien et le nazisme se sont installés en Allemagne. Il y a un moment où une partie des Allemands ont dit si on a le choix entre le communisme et les nazis, vaut mieux les nazis, quoi. Excuse-moi. Alors juste sur la démocratie participative, un élément, c'est très important de travailler à fabriquer des organisations. Les organisations, disait Michel, c'est la force des faibles. La participation, le tirage au sort, c'est des individus, et là-dedans, les faibles se feront toujours couillonnés parce qu'ils n'ont pas les moyens d'expression, le capital culturel pour pouvoir défendre. Donc l'organisation, c'est très importante. Il faut réfléchir à créer des organisations politiques, partis, mouvements, mais durables, qui donnent la parole collective faible. Il faut des syndicats forts. Il ne faut pas abandonner ça. Il ne faut pas croire tous ceux qui vous disent qu'on est dans une démocratie liquide, parce que ceux qui sont pour la démocratie liquide sont pour la liquidation de la démocratie. Voilà. Bravo. Alors, on va clore. Merci beaucoup. Et pour consolider ce qui vient d'être dit, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas avoir peur, il faut prendre la parole, il faut tirer à boulet rouge. Et ce qui se passe aujourd'hui est très dangereux, c'est liberticide. Et soyez... Mais arrêtons de réfléchir, soyons dans l'action, et c'est simplement prendre la parole, chacun à notre petit niveau, on peut le faire, on peut l'amplifier, et simplement montrer l'escroquerie qui est en train de se mettre en place, qui est un fascisme comme un autre. Alors debout, prenez les micros, et foutez le bordel. Merci à tout le monde.